Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va évidemment commencer d'abord avec le sujet qui reste le principal sujet d'attention pour les marchés, à savoir l'aspect géopolitique, la guerre en Ukraine, qui a continué d'impacter et de faire bouger les marchés cette semaine, avec malgré tout sur l'ensemble de la semaine une progression au moment où nous enregistrons ce podcast, une progression qui est quand même plutôt marquée sur la semaine, parce que des discussions se sont poursuivies entre les responsables, les négociateurs ukrainiens et russes, avec un langage qui est employé par certains responsables qui étaient plus propices à chercher une solution, un point d'entente sur cette crise, aussi difficile soit-il. Et les indices se sont un petit peu détendus par rapport au stress de la semaine précédente, dont on rappelle la semaine précédente où la volatilité était montée aux alentours de 50 pour les indices en Europe, en tout cas pour le DAX, ce qui est un niveau élevé de volatilité. Quand tout va bien, la volatilité elle est entre 10 et 20. Quand c'est la panique, comme le Covid par exemple, on était monté à 90, donc 50 c'est quand même une zone déjà très tendu, de grosse nervosité, même légèrement de panique, c'est déjà le début de la panique, et donc on a vu un de ces symboles cette semaine qui a quand même traduit à une détente de la volatilité. Eh bien c'est justement cet indice de volatilité pour l'Allemagne, pour le DAX allemand, qui est tombé à 32, alors qu'on était, je vous le disais, donc la semaine précédente, encore au-dessus de 40 et presque à 50 au début de semaine dernière. Donc on a en fait une volatilité. Ce qui est important aussi à noter, c'est que le niveau de volatilité qu'on a actuellement sur les indices en Europe, notamment sur le DAX. Je prends le DAX parce que c'est vraiment par rapport à l'Allemagne, le pays qui est le plus en ligne finalement par rapport au risque d'impact économique de toutes ces problèmes d'approvisionnement, de pression également, mise par la Russie sur les approvisionnements, même si pour l'instant le gaz continue d'arriver et le pétrole également. Mais ce qui est important de voir, c'est que la volatilité est retombée sur des niveaux qui étaient les niveaux d'avant l'invasion de l'Ukraine en fait. 32, c'est le niveau de volatilité qu'on avait la veille de l'invasion de l'Ukraine. Et on remarque ça sur de nombreux indices en fait. Beaucoup d'indices en Europe où sont très très proches d'avoir effacé en fait toute la baisse qui était liée à l'invasion de l'Ukraine. Et si on prend des indices comme l'indice l'indice japonais qui est le Nikkei 225 par exemple, lui il a déjà complètement effacé cette chute. Des indices américains également, le S&P 500 ou l'indice Russell 2000 également, le Nasdaq, ont tous repris finalement ce qu'ils avaient perdu depuis le début de la guerre en Ukraine, à savoir fin du mois de février, 23-24 février, les indices ont repris cette zone-là. Donc c'est sûr que ça soulève quand même pas mal de questions sur le degré d'optimisme des indices, parce que finalement si les indices ont repris quasiment tout ce qu'ils ont perdu, voire l'intégralité de ce qu'ils ont perdu en bourse depuis le début des hostilités, est-ce que c'est un excès d'optimisme ou est-ce que les indices sont confiant sur le fait qu'on puisse arriver dans les jours qui viennent à ce qui pourrait ressembler à un cessez-le-feu, avant de parler d'accord de paix, mais un cessez-le-feu. Il semble que c'est le scénario que les marchés achètent. Et sachant que s'il y avait réellement un cessez-le-feu et même des accords de paix derrière, évidemment qu'on irait voir plus haut, même à court terme. Par contre, considérer que les indices les indices américains et européens puissent revenir sur leurs sommets historiques, qui étaient des sommets qu'on marquait en fait en décembre ou en janvier, d'un seul coup, même s'il y avait accord de paix, ça semble quand même assez peu probable dans la mesure où ce qui s'est passé en Ukraine et ce qui se passe toujours en Ukraine a des répercussions mondiales sur la dynamique de croissance mondiale. On voit des révisions à la baisse, on va en parler dans différents pays, des perspectives de croissance. Donc, même s'il y avait accord de paix, il y aurait quand même des stigmates pendant quelques temps sur l'économie mondiale. Et donc, il est peu probable que dans ce contexte-là, avec des matières premières qui restent encore chères pour l'instant, il est quand même peu probable que les indices repartent vers les sommets tout de suite. Mais en tout cas, le positionnement au moment où on enregistre ce podcast, encore une fois, c'est un positionnement qui rend, ou en tout cas qui veut jouer la probabilité d'un cessez-le-feu pas trop lointain. Voilà. Même si on a vu que la semaine a été parcourue de différentes tonalité dans les déclarations des négociateurs. C'était plutôt relativement, optimiste en début de semaine, en tout cas moins négatif que la semaine précédente. Et là, en cette fin de semaine, on voit que la volatilité a un petit peu rebondi, que le pétrole rebondit aussi un petit peu, parce qu'il semble qu'effectivement les positions ukrainiennes et russes soient très distantes. C'est ce qu'ont déclaré en tout cas les différents négociateurs. Donc il y a à nouveau un coup de froid cette fin de semaine. Mais
encore une fois, ce qu'il faut bien voir, c'est par exemple les matières premières comme le gaz, par exemple. Vous voyez, le gaz naturel en Europe, qui est un gros repère évidemment du risque perçu ou pas par les marchés, les prix du gaz naturel en Europe, les prix moyens du gaz naturel, les contrats qui s'échangent dans les différentes places d'échange en Europe, ont retrouvé là en cette fin de semaine les niveaux qui étaient les niveaux d'avant l'invasion de l'Ukraine. Donc vous voyez, c'est pareil pour le pétrole également. Le pétrole, le Brent ou le WTI, les deux barils, enfin les deux mesures du prix du pétrole ont retrouvé les niveaux qu'on avait avant l'invasion de l'Ukraine. Donc effectivement, ça soulève la question, y a-t-il trop de complaisance par rapport à la réalité sur le terrain? Ou est-ce qu'effectivement le marché est réellement convaincu par rapport au degré des sanctions qui s'appliquent contre la Russie, par rapport à l'impact que commence à avoir cette crise au niveau économique? Est-ce que le marché est convaincu que c'est une situation qui ne peut pas s'éterniser parce que les dommages économiques pour tout le monde en fait, hein, pour la Chine, pour l'Europe, aussi pour les États-Unis et n'en parlons pas pour la Russie, seraient trop impactants pour que cette crise cesse? Et effectivement, on surveille tous évidemment le rôle de la Chine dans ce cas de figure-là, parce qu'évidemment on sait que les deux pays sont alliés, la Russie et la Chine, et la Chine est dans une situation un peu délicate parce qu'effectivement elle ne peut pas lâcher son allié, ça c'est une évidence, on le voit bien dans les différentes déclarations, et à la fin elle ne peut pas être trop proche non plus de la Russie, sous peine de s'attirer les foudres de l'Europe et des États-Unis, au risque d'être sanctionnée si elle a affiché un soutien, qu'il soit militaire ou financier, trop important à la Russie, au moment où les Occidentaux cherchent effectivement à pénaliser très fortement la Russie par des sanctions qui ont été décidées il y a déjà quelques jours. Donc ça c'est quand même à surveiller, mais c'est sûr que d'un point de vue économique, la Chine aussi aurait intérêt à ce que la situation sur le front ukrainien se calme rapidement, parce que son économie a pas mal souffert à la Chine, avec la question du Covid, continue de souffrir avec des confinements à nouveau qui s'opèrent dans plusieurs villes, et donc voilà, c'est pas le bon moment pour la Chine en tout cas pour faire face éventuellement à un risque de récession mondiale dans les mois qui viennent. Donc ça peut aussi peser un petit peu dans la balance, c'est peut-être ça que se disent aussi les indices dans ce positionnement, on va dire un peu central là en cette fin de semaine. On a toujours ce rôle valeur refuge des indices US, hein, les valeurs américaines ont quand même servi de zone refuge, on en parlait un peu la semaine dernière, elles ont quand même baissé un petit peu, même si on l'indiquait à l'instant, elles ont repris leur baisse par rapport au début de la crise, mais elles ont quand même globalement, donc dans l'ensemble, et sur les premiers mois de l'année, là on est sur des niveaux désormais de baisse, hein, des valeurs US qui ont montré leur capacité de résilience, comme le dollar a été une valeur refuge durant cette crise ukrainienne, crise qui n'est évidemment pas terminée pour l'instant, mais en tout cas on a bien noté ce côté une nouvelle fois des valeurs refuges qui étaient les valeurs américaines quand il s'agit d'un risque qui en plus touche surtout les valeurs en tout cas l'économie européenne. Enfin, risque qui touche l'économie européenne, mais on a bien vu que quand vous avez le prix du pétrole américain, le WTI qui monte à des $130, que c'est un risque évidemment qui passe très vite les frontières et qui peut migrer sur la question économique américaine aussi. On a eu quoi cette semaine? On a également des indicateurs qui traduisent ce risque économique fort pour l'Europe, notamment les instituts économiques allemands comme l'Institut IFW qui a divisé par deux sa prévision de croissance pour l'Allemagne, qui était à 4% il y a encore quelques temps, qui était divisé par deux pour retomber à 2%. L'Institut ZEW également, lui, parle d'un risque de récession, d'une probabilité de récession qui s'est accrue par rapport à la situation que nous voyons en Ukraine. Et puis on a surtout donc cet indicateur ZEW qui mesure le sentiment économique en Allemagne, qui était à 54 avant l'invasion de l'Ukraine et qui est tombé à moins 39 pour donner un ordre d'idée. C'est des niveaux que l'on voyait, on est tombé un peu plus bas quand même, mais c'est des niveaux qu'on voyait pendant la crise du Covid, c'est des niveaux que l'on voyait pendant la crise de la dette en zone euro, c'est des niveaux que l'on voyait pendant la crise des subprimes. Donc vous voyez, c'est quand même des niveaux de sentiment économique qui sont très très dégradés en Allemagne, et effectivement où là le risque de récession apparaît comme étant tout à fait possible. Alors après on voit quand même que les institutions centrales, comme la Banque Centrale Européenne par exemple, on l'a entendu à la fin de la part de Christine Lagarde, de Guindos également, le vice-président, de Villeroy également, Villeroy de Gallo, qui est un membre de la BCE, pour eux le risque de récession n'est pas avéré, voilà, il n'est pas brandi comme étant un risque massif qui justifierait, mais il y a évidemment toutes les réserves qui s'appliquent dans leur discours par rapport à l'évolution de la situation en Ukraine, qui reste évidemment une zone d'incertitude majeure pour l'économie, mais à ce stade en tout cas, les membres de la BCE ne voient pas une récession comme étant une probabilité très élevée pour l'instant en zone euro. Je rappelle ce qu'est une récession, c'est important, c'est 2 trimestres consécutifs de repli de la croissance, donc une récession peut être courte par exemple, 2 trimestres et puis ensuite on repart en croissance, et puis ce qui compte aussi c'est la profondeur de la récession. Moins 2 et moins 2, c'est pas moins 0,1 et moins 0,1% de baisse de la croissance. Donc ça compte aussi, il y a la durée et l'ampleur. On pourrait faire face à une récession courte, si elle n'est pas très profonde en termes d'impact sur la croissance, les dégâts ne sont pas irréversibles, et on ne perdrait pas l'atout économique, ou en tout cas les avantages de la reprise économique qu'on a eu là, avec des taux de chômage qui baissaient, et puis une dynamique de consommation qui était très bonne les mois précédents. Donc ça évidemment, tout va dépendre encore une fois de la durabilité
de cette guerre en Ukraine. Voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect de cette semaine. On voit qu'en fin de semaine, là, il y a pas mal d'entretiens diplomatiques, hein, pas mal d'appels entre le président français et le président russe, les responsables allemands et le président russe, entre le président américain qui va s'entretenir là dans les heures qui viennent avec le président chinois. Donc voilà, un énorme balai diplomatique pour essayer de trouver une solution la plus rapide possible à cette situation. On notera également cette semaine que la Russie n'a pas fait défaut sur sa dette, c'était un élément que tout le monde surveillait. Le 16 mars, une échéance, un paiement de coupons devait avoir lieu. La question c'est est-ce que la Russie pouvait rembourser en dollars? C'est ne remboursait pas en dollars mais en roubles, ça aurait été considéré comme un défaut, donc elle a remboursé en dollars, un montant un peu supérieur à 100 millions. Alors on peut s'interroger effectivement, est-ce que ça veut dire qu'elle a accès à la liquidité en dollars? On sait que le risque de défaut venait de là, hein. Les sanctions font justement que la Russie ne doit plus avoir accès aux dollars. Après 100 millions, c'est pas non plus une somme astronomique, et on peut toujours faire les fonds de tiroir et trouver 100 millions de dollars pour un pays comme la Russie. La question va se poser sur la durée en fait, hein, sur des échéances plus importantes et plus répétitives surtout par la suite. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas eu de défaut, donc ça n'empêche pas le fait que la situation financière à l'international de la Russie, par le fait qu'elle n'ait plus accès au SWIFT et au dollar, est évidemment rendue extrêmement délicate et dangereuse, et c'est pour ça que les agences de notation ont toutes mis la Russie en situation de quasi-défaut, par justement le risque évident et très logique que font courir les sanctions, et à juste titre, contre la Russie. Voilà ce qu'on peut dire sur la semaine écoulée. Je ne vois pas d'autres éléments à vous donner comme ça. Pardon, un élément très important avant de passer au programme pour la semaine prochaine. La Chine, on surveille la Chine depuis pas mal de temps. Alors on vient d'en parler par rapport au rôle qu'elle pourrait jouer dans la résolution du conflit, ou pas d'ailleurs, hein, avec la Russie par rapport à l'Ukraine. Il faut aussi voir l'aspect économique pour la Chine, à savoir la relance. Le vice-premier ministre chinois a annoncé en début de semaine, en milieu de semaine plutôt, pardon, a annoncé des mesures de soutien économique pour s'assurer que la croissance reste bien orientée au premier trimestre, annoncé également des mesures visant à s'assurer qu'il n'y ait pas de problème trop important du côté des promoteurs immobiliers. On sait que c'était vraiment le point très faible de l'économie chinoise ces derniers mois, qui avait tiré les indices à la baisse, etc. Donc une volonté du pouvoir de ne pas laisser la situation sur le front immobilier se dégrader trop fortement, et puis également un pouvoir qui a incité, un vice-premier ministre qui a incité les investisseurs à acheter les actions chinoises. Donc ça s'adresse surtout aux acheteurs domestiques, qui ont la capacité évidemment, les fonds d'État, les fonds de gestion qui sont proches du gouvernement, qui ont la capacité de soutenir un peu le marché action, et puis un petit peu un message qui s'adresse aussi aux investisseurs internationaux, parce que les indices chinois font partie de ceux qui ont le plus baissé ces derniers mois, bien avant évidemment, que ce soit la crise ukrainienne ou même les questions de ralentissement économique. On avait déjà des fortes baisses d'indices chinois liées notamment à la question réglementaire, la Chine qui a pris un virage réglementaire assez fort. Voilà, donc là on a l'impression que les indices ont beaucoup rebondi, les indices chinois, donc le sentiment que la Chine a voulu envoyer un message, les marchés l'ont reçu, en tout cas les indices chinois l'ont reçu avec de très très forts rebonds, des journées à 20-30% de rebonds lorsque les annonces ont été faites. Donc il est possible qu'on ait commencé à toucher un point bas là sur les marchés chinois, et donc peut-être des opportunités pour le moyen terme. La semaine prochaine, rapidement, le programme: lundi, pas grand chose, lundi et mardi pas grand chose, simplement on aura lundi les prix à la production en Allemagne qu'on va regarder dans ce contexte inflationniste, et notamment avec les tensions liées à l'Ukraine, à la guerre en Ukraine, donc qui renchérissent les matières premières. Donc on va surveiller quel impact ça a sur les prix à la production. On aura mercredi l'inflation au Royaume-Uni, donc on a vu que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux cette semaine, donc on verra la trajectoire de l'inflation au Royaume-Uni, qui est parmi les plus fortes qu'on observe dans les pays occidentaux. On aura également mercredi la confiance des consommateurs en Europe, un élément important, justement voir comment les consommateurs perçoivent le risque pour leurs finances, pour leur avenir, de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc ce sera un repère assez important en termes de sentiments. Jeudi, on aura la décision de la Banque centrale suisse sur sa politique monétaire, et puis on aura également, et ça c'est très important, mais probablement ce seront des chiffres très dégradés que nous aurons les PMI, les indices PMI, donc ce sont des indices d'activité du secteur manufacturier et services pour la France et pour l'Allemagne. Donc voilà, un repère avec les PMI justement du premier impact qu'on peut sentir chez les chefs d'entreprise, chez les décideurs. On le mesurera donc jeudi prochain via les indices PMI. On aura également jeudi prochain les commandes de biens durables aux États-Unis, et on terminera la semaine vendredi avec l'IFO, qui est donc le climat des affaires en Allemagne. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.